Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore, sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers le silence intérieur. Il existe en chaque être humain un lieu profond où la lumière et ombre se rencontrent. Un lieu où les pensées ralentissent, où la perception ouvre, où la conscience commence à respirer autrement. Carl Jung observait que certaines personnes ne vivent pas dans la réalité visible, mais dans les couches discrètes qui se trouvent sous elles. Si tu as souvent eu l'impression de ressentir trop, de percevoir trop, de ne pas fonctionner comme les autres, alors ce voyage te parlera. Nous allons explorer 8 signes d'une architecture psychologique rare, des traits qui ne se reconnaissent qu'en peu d'individus, mais qui portent en eux la preuve que la conscience humaine peut se développer bien au-delà de ce que la plupart considèrent comme normal. Si tu te reconnais dans ce que tu vas entendre, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas trop. Le monde est simplement trop petit pour contenir ta profondeur. Approchons-nous maintenant de ce territoire intérieur où naissent les êtres rares. Premier signe. Tu ressens la vie à un niveau que très peu peuvent comprendre. Pour la plupart des gens, les émotions sont des vagues qui passent rapidement. Pour toi, elles sont des océans. Jung voyait dans ces individus la présence de ce qu'il appelait un complexe affectif tonique, un champ intérieur où chaque sensation porte une signification profonde. Tu ne ressens pas simplement la tristesse ou la joie. Tu traverses des paysages entiers d'intensité, comme si chaque sentiment était une histoire, un langage, une vibration. Et cette profondeur a parfois donne, l'impression d'être fragile. Mais Jung insistait sur le contraire. La sensibilité intense n'est pas une faiblesse, mais une capacité d'enregistrement plus fine de la psyché collective. Tu perçois ce que les autres taisent, les tensions dans l'air, les contradictions dans les regards. Les silences chargent de ce que personne n'ose dire. Avant même que quelqu'un ne parle, tu sais déjà ce qu'il habite. Jung disait que ces personnes n'ont pas un simple système émotionnel. Elles ont un instrument psychique qui détecte les forces invisibles. C'est pourquoi ta profondeur a pu faire peur, pour toi et pour les autres. Mais ce n'est pas un fardeau, c'est une porte. Une manière d'appréhender la vie avec un niveau de conscience rare. Ce que tu prends pour une surcharge est souvent une intelligence plus vaste, une capacité à ressentir les vérités que des autres ne rencontrent jamais. Si tu t'es reconnu ici, sache que cette intensité n'est pas un excès. C'est ton premier signe de rareté psychologique. Tu veux comprendre le pourquoi profond. Pourquoi les gens se satisfont de relations qui les étouffent? Pourquoi ils suivent des chemins qui ne leur ressemblent pas? Pourquoi ils acceptent des vies qui ne nourrissent pas leur âme? Jung reconnaissait ce mouvement intérieur comme le début de la transcendance, la fonction par laquelle la psyché cherche spontanément ce qui dépasse les limites du connu. Pour toi, la curiosité n'est pas un choix intellectuel. C'est une pulsation, un souffle intérieur qui te pousse vers la vérité. Et cela dérange, car remettre en question les fondations psychologiques d'une société construite à partir d'illusions met les autres face à ce qu'ils ne veulent pas voir.
On peut être accuse de compliquer les choses, de penser trop, de voir trop loin. Mais Jung expliquait que les individus destinés à évoluer posent toujours les questions qui menacent l'ordre établi. Ils portent en eux une conscience qui refuse la stagnation. Une vision qui cherche à révéler ce qui pourrait exister à la place de ce qui existe. Si ta pensée perce les apparences, ce n'est pas une faute. C'est un signe que ta psyché travaille à un niveau supérieur de cohérence. Troisième signe. Ton indépendance ne vient pas d'un désir de te détacher des autres, mais d'une connaissance intime des dangers de te perdre en eux. Jung observait que certains individus apprennent très tôt que fonder leur valeur sur l'approbation extérieure est une forme de destruction lente. Alors tu as construit ton centre, pas par orgueil, pas par froideur, mais parce que tu as compris que sans ancrage intérieur, ta sensibilité serait dévorée par les attentes, les demandes, les projections des autres. Cela t'a parfois isolé. Tu es devenu celui ou celle qui se reconstruit seul, qui ne demande rien, qui endure en silence, qui avance sans soutien parce que demander était devenu dangereux. Jung appelait cela le début de l'individuation, la marche essentielle vers une identité authentique. Un chemin qui se fait souvent dans la solitude, car on ne peut pas devenir soi-même sous le regard de ceux qui préfèrent que tu restes petit. Tu as appris à te tenir debout dans ton propre paysage intérieur. Tu traverses des zones d'ombre que beaucoup évitent toute leur vie. Tu as compris que la solitude n'était pas un vide, mais un espace de révélation. Et avec le temps, ton indépendance est devenue un état de maturité. Tu n'as plus besoin que les autres confirment ta valeur. Tu n'as plus besoin que on t'aime pour exister. Tu n'as plus besoin de renoncer à toi-même pour que les autres restent. Cette souveraineté silencieuse est, une des marques les plus claires des personnalités rares que Jung décrivait. Non pas des individus fermes, mais des êtres devenus trop conscients pour continuer à négocier leur âme. Ton indépendance consciente est la preuve que tu as commencé à te choisir. Et c'est là que la métamorphose commence vraiment. Quatrième signe. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu perçois ce que les autres cachent, même à eux-mêmes. Ta perception traverse les surfaces comme si ton esprit avait appris, très tôt, à lire les zones invisibles de l'expérience humaine. Pour la plupart, l'intuition n'est qu'un pressentiment vague. Pour toi, c'est un langage. Un mouvement interne précis, fin, presque chirurgical. Jung appelait cela la perception inconsciente différenciée, une capacité rare où l'esprit capte les détails qui échappent totalement au regard ordinaire. Tu observes les micro-gestes, les hésitations dans la voix, les variations d'énergie dans une pièce, les mots qui trahissent des blessures anciennes, les non-dits qui pèsent de plus lourd que les paroles prononcées. La plupart des gens ne comprennent pas comment tu sais ce que tu sais. Ils pensent que tu exagères, que tu interprètes trop, que tu inventes des choses qui n'existent pas. Mais toi, tu n'inventes rien. Tu traduis ce que tu ressens. Tu nommes ce que les autres évitent de sentir. Ton intuition n'est pas magique. Elle est le résultat d'une hypersensibilité structurée, une forme de vigilance intérieure que Jung associe aux individus qui vivent plus proche de leur inconscient. Tu ne te contentes pas d'entendre ce que elles ont dit. Tu entends l'origine. Tu entends la peur derrière la colère, la solitude derrière l'arrogance, la confusion derrière le sourire. Cette capacité a longtemps déstabilisé, parce que tu voyais trop tôt,
Parce que tu comprenais trop vite. Parce que tu détectais les intentions avant même que les autres les reconnaissent en eux. Et cela t'a exposé. Tu as vu les mensonges avant qu'ils ne soient à vous. Tu as senti les ruptures avant qu'elles n'arrivent. Tu as compris la manipulation avant qu'elle ne se montre. Et trop souvent, au lieu d'être écoute, tu as été critique, minimise, ridiculise. Jung disait que les individus intuitifs sont souvent perçus comme dangereux. Pas parce qu'ils menacent vraiment les autres, mais parce qu'ils rendent visible ce que les autres veulent garder dans elle ombre. Ton intuition hyper vive a fait de toi un observateur silencieux. Tu es celui ou celle qui ressent les humeurs du groupe, qui ajuste son énergie pour apaiser, qui perçoit les tensions qui pourraient exploser, qui anticipe les mouvements psychologiques avant qu'ils ne prennent forme. Mais cette capacité a un revers. Elle te fatigue. Elle te use. Elle transforme chaque interaction en décomposition interne, chaque rencontre en analyse involontaire, chaque silence en équation énergétique. Jung insistait. L'intuition sans limite devient une blessure. Pour survivre, elle doit être guidée par la conscience, contenue par des frontières, préservée par une discipline intérieure. Tu apprends peu à peu à fermer ce canal qui autrefois restait ouvert en permanence. Tu apprends à ne pas tout absorber, à ne pas tout analyser, à ne pas t'occuper de ce qui n'appartient pas à ton chemin. Ta perception intuitive n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'orienter. Elle est une boussole. Une forme d'intelligence instinctive qui te montre avec une clarté troublante ce que ton mental aurait mis des mois à comprendre. Elle sauve de relations toxiques. Elle protège de chemins qui n'étaient pas pour toi. Elle révèle des vérités que personne n'aurait osé t'avouer. Tu n'as pas choisi de voir autant. Mais maintenant, tu peux choisir comment regarder. Ton intuition hyper vive n'est pas un fardeau. C'est, et elle, un des signes les plus puissants de ta singularité psychologique. Elle fait partie de ton architecture. Elle te prépare, encore une fois, à un niveau de conscience que la plupart des gens ne toucheront jamais. 5e signe. Ce qui guide ta vie n'est pas la réussite, ni l'argent, ni l'approbation. C'est le sens. Toujours le sens. Depuis toujours, quelque chose en toi refuse de vivre une existence superficielle. Les rôles vides, les réponses préfabriquées, les aspirations standardisées te laissent froid, comme si ton âme était incapable de se contenter de ce que la majorité trouve suffisant. Tu attentes parfois de faire comme tout le monde, de suivre la voie dite normale, d'adopter ce que la société présente comme désirable. Mais très vite, une inquiétude profonde revenait, comme un rappel silencieux que tu étais en train de trahir quelque chose de plus essentiel en toi. Jung disait que certaines personnes possèdent une structure psychologique qui ne tolère pas l'inauthenticité. Elles ne peuvent pas vivre contre leur nature sans s'effondrer de intérieur. Ton besoin de sens est pas un choix intellectuel. C'est une exigence organique de ton psyche. Un appel qui vient d'un niveau si intime qu'il ne peut être ignoré sans conséquence. Tu l'as senti dans ton corps. Cette sensation de vide quand tu t'éloignes de ta vérité. Ce poids dans la poitrine quand tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Cette fatigue inexplicable quand tu avances dans une direction qui ne porte pas l'empreinte de ton authenticité. Jung expliquait que cette souffrance n'est pas une faiblesse. C'est un instrument de guidance.
une alarme intérieure qui te signale que tu t'égarerais en vivant une vie qui n'est pas la tienne. Les autres te demandent parfois pourquoi tu compliques tout, pourquoi tu cherches tant, pourquoi tu remets tout en question, pourquoi tu ne peux pas être comme tout le monde. Mais ce qu'ils appellent complication est pour toi une forme de respiration psychique. Tu ne cherches pas plus que les autres, tu cherches simplement plus profond. Ce n'est pas que tu refuses le confort. C'est que le confort sans vérité t'étouffe. Ce n'est pas que tu rejettes la simplicité. C'est que la simplicité sans intégrité n'a aucun goût pour toi. Ce n'est pas que tu dramatises. C'est que ton être ressent plus intensivement ce que les autres entendent, même pas en eux. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu as besoin de sentir que cela corresponde à ton essence. Tu dois y mettre ton esprit, ton cœur, ton souffle. Tu dois sentir que cela t'aligne, t'éveille, t'élève. Sinon, tu te dessèches. Jung disait que l'absence de sens génère chez ces individus ce qu'il appelait une souffrance existentielle, bien plus profonde que la tristesse ordinaire. C'est l'impression d'être vivant sans être anime, de marcher sans direction, d'exister sans raison. Alors tu cherches, tu explores, tu refuses les chemins tout trace, tu préfères perdre du temps plutôt que de perdre ton âme. Tu préfères la lenteur authentique à la rapidité vide. Tu préfères une vie exigeante mais vraie à une vie aisée mais mensongère. Et lorsque tu trouves le sens même pour un instant, tu reconnais cette sensation unique. Ton énergie revient. Ta clarté aussi. Ton cœur s'ouvre. Ton être se met à vibrer avec une intensité rare. C'est pourquoi les relations superficielles t'épuisaient. Les conversations mécaniques te vidaient. Les dynamiques inauthentiques te blessaient. Ce n'était pas fragilite. C'était ta psyche te rappelant qu'elle ne peut pas fonctionner sous un seuil minimal de vérité. Jung insistait. Les individus qui cherchent le sens ne sont pas idéalistes. Ils sont réalistes. Ils sentent instinctivement que vivre à la surface, c'est mourir lentement. Ta fin de sens fait de toi une ancre, un point de cohérence dans un monde qui s'égare en permanence. Tu n'as pas besoin d'un grand destin pour être authentique. Tu as besoin d'un chemin qui vibrerait juste pour toi. Et ce besoin, cette intensité, cette impossibilité de te contenter du peu, est la marque indéniable des personnalités rares. Ce n'est pas un défaut à corriger. C'est une boussole, une fonctionnalité supérieure, une preuve que tu es construit pour autre chose qu'une existence somnambule. Si tu t'es senti en décalage toute ta vie, ce n'était pas parce que tu étais perdu, c'était parce que tu étais théoriquement avance. 6e signe. Tu acquittes des personnes, des lieux, des cercles, parfois sans drame, parfois dans la douleur, mais toujours par nécessité intérieure. Ce n'était pas de l'instabilité, ni du caprice, ni une défaillance. C'était ta croissance. Ta nature profonde ne te permet pas de rester trop longtemps dans un espace qui ne reflète plus ce que tu deviens. Depuis ton enfance, tu as senti ce mouvement. Ce moment où quelque chose en toi commence à étouffer, comme si l'air devenait trop lourd, trop restreint pour ce que ton être cherche à devenir. Jung disait que certaines psychologies avancent par couches successives, et chaque fois que tu franchis une couche, le monde autour de toi devient trop petit. Tu as connu ces relations où tu jouais un rôle qui n'était plus le tien.
Ces amitiés qui se nourrissaient de l'ancienne version de toi. Ces environnements où tu devais rapetisser ta présence pour maintenir la paix. Tout cela finit par te blesser. Pas parce que tu en voulais aux autres, mais parce que tu en voulais à toi-même de t'abandonner pour rester. Alors tu t'es et retires. Parfois lentement, parfois comme on s'arrache à une peau trop étroite. Tu acquittes des maisons, des habitudes, des dynamiques familiales, des engagements qui autrefois semblaient essentiels. Et même si les autres ne comprenaient pas, tu savais que rester aurait été une forme de mort intérieure. Jung expliquait que l'évolution psychique est irréversible. Une fois que tu vois quelque chose, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Une fois que tu ressens ta propre vérité, tu ne peux plus vivre dans le mensonge confortable. Une fois que tu goûtes à ta propre conscience, tu ne peux plus retourner à la somnolence ancienne. Ce mouvement de deux passements n'est pas à interpréter comme une fuite. C'est une métamorphose. La chenille ne quitte pas la feuille pour fuir la feuille. Elle la quitte parce qu'elle devient autre chose. C'est exactement ce que ton âme a fait à travers les années. Tu attends parfois de revenir vers l'ancien toi, de retrecir pour redevenir compatible avec les dynamiques du passé. Mais chaque tentative brise quelque chose en toi. Non pas ton amour, mais ton mensonge. Tu ne pouvais plus faire semblant. Jung parlait de la mort psychologique comme une étape nécessaire. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une identité. Ce moment où être que tu as ne peut plus te porter plus loin. Tu dois abandonner, comme un serpent abandonne sa peau. Et c'est douloureux, mais c'est vrai. La plupart des gens restent dans des environnements qui les retiennent parce qu'ils confondent stabilité et stagnation. Toi, tu as toujours senti la différence. Tu reconnais le moment précis où un espace commence à te réduire, où un cercle commence à limiter ton expansion, où une relation commence à t'immobiliser énergétiquement. Ta croissance dérange, parce qu'elle oblige les autres à regarder ce qu'ils n'ont jamais osé regarder en eux. Et beaucoup préfèrent t'accuser d'avoir changé plutôt que d'admettre qu'ils ont choisi de ne pas changer. Pourtant, tu n'as jamais quitté quelqu'un par manque d'amour. Tu les as quittés parce que tu ne pouvais plus te quitter toi-même. Et c'est cela, disait Jung, le début de l'individu authentique. Ton chemin est marqué par des départs, mais ces départs ne sont pas des pertes. Ils sont des passages. Chaque séparation est une initiation, chaque distance une renaissance, chaque silence une nouvelle demeure. Tu n'es pas fait pour les espaces fermes. Tu es un être en expansion constante, et chaque fois que ton âme grandit, le monde doit être ajuste. Tu n'as pas outgrown les autres par superiority. Tu les as dépassé parce que tu as accepté d'aller plus loin en toi-même. C'est cela le vrai signe. Quand ton identité est plus une cage, mais un mouvement. Tu deviens celui ou celle qui avance, non pas pour fuir, mais pour se trouver. Et ce mouvement, c'est la marque indéniable des êtres rares. Ceux qui ne vivent pas pour être compris, mais pour être vrais. 7e signe. Tu possèdes une présence qui agit comme un miroir silencieux. Tu n'as pas besoin de parler fort, de convaincre, de imposer. Ta simple manière d'être révèle aux autres ce qu'ils cachent depuis longtemps. Jung disait que certaines personnalités rares portent en elles une lumière qui ne éclaire pas seulement, mais qui dévoile. Quand tu entres dans une pièce, tu ressens immédiatement les tensions invisibles. Ce que les autres tentent de dissimuler imprime dans ton corps comme une onde subtile. Tu sais qui ment sans preuve.
Tu sais qui souffre sans aveu. Tu sais qui demande de l'aide sans un mot. Cette capacité n'est pas magique. Elle est le résultat d'une conscience fine, une sensibilité qui a appris à lire ce que les autres n'osent pas nommer. Les gens sentent qu'ils ne peuvent pas jouer avec toi. Pas parce que tu es menaçant, mais parce que ton regard traverse les rôles et atteint ce qui est vrai. Il y a des gens qui se sentent vus pour la première fois en ta présence, et d'autres qui se sentent mis à nu et ne supportent pas cette sensation. Jung affirmait que lorsqu'une personnalité rare rencontre une autre conscience, il se produit une réaction psychique semblable à une alchimie. Tu deviens sans le vouloir un catalyseur. Les gens autour de toi changent. Certains élèvent, d'autres fuient, mais personne ne reste indifférent. Tu n'offres pas de solution rapide. Tu offres un espace où la vérité peut respirer. Un espace où l'autre peut enfin entendre ce qu'il évite depuis des années. Ton écoute, même silencieuse, fait bouger les structures internes chez les autres. Parce qu'elle ne juge pas, elle voit. Pour cette raison, tu deviens souvent celui à qui l'on se confie. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que ta présence donne la permission de dire ce qui n'a jamais été dit. Tu as peut-être remarqué que les inconnus te racontent leur vie entière sans que tu demandes rien. Ce n'est pas un hasard. C'est la marque des âmes qui portent ce que Jung appelait la capacité de contenance psychique. Une profondeur qui peut accueillir ce que les autres ne savent pas ou poser. Mais cette capacité a un prix. Tu as passé des années à porter des confidences, des douleurs qui ne t'appartenaient pas, des fardeaux que ton cœur attriste pour les autres. Et cela t'use, parfois. Parce que ton don attire autant ceux qui cherchent la vérité que ceux qui cherchent un refuge temporaire. Puis vient le moment où tu apprends à discerner, où tu comprends que ta présence ne peut pas être un refuge sans limite, où tu apprends à fermer certaines portes, non par dureté, mais par sagesse, parce qu'une conscience rare doit aussi se protéger. Jung disait que le soi individué devient un miroir, et que les miroirs ne doivent pas se briser pour permettre aux autres de se voir. Alors tu apprends à maintenir ta clarté sans te sacrifier, à offrir ton écoute sans te perdre dans les histoires qui ne sont pas les tiennes, à transformer sans t'épuiser. Le plus surprenant est ceci, ta présence continue d'agir même en silence. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision. Ta simple manière d'exister pousse les autres à revisiter leurs choix, à questionner leurs masques, à chercher une version plus sincère d'eux-mêmes. Ta présence devient un appel, un rappel, une invitation à la vérité. C'est cela, disait Jung, le don le plus rare, être un espace où l'âme des autres peut se révéler. Tu transformes sans forcer, tu éclaires sans aveugler, tu signifies sans parler, et ceux qui sont prêts à évoluer sentent en toi une direction, un souffle, une profondeur qui les pousse à changer. Tu n'es pas la cause de leur transformation, tu es le terrain, le lieu intérieur où la conscience des autres se réveille. C'est pourquoi ta présence reste dans l'esprit des gens longtemps après ton départ. Elle les poursuit comme un murmure, une question, une possibilité. Et c'est ainsi que les êtres rares, sans jamais le chercher, deviennent des catalyseurs de l'évolution humaine. 8e signe. Tu portes en toi une sensation ancienne, un appel silencieux qui ne s'explique pas avec des mots. Depuis des années, peut être depuis toujours,
Tu ressens une direction intérieure que tu ne peux pas ignorer, comme si quelque chose en toi savait où aller avant même que ton esprit haine en prenne conscience. Ce haine n'est pas une ambition ordinaire. Ce haine n'est pas un ruve égoïste. C'est est un mouvement profond, presque sacre, quelque chose qui te murmure que tu es ici pour plus que le simple fait de survivre ou de suivre les traces des autres. Jung disait que certaines âmes possèdent ce qu'il appelait la fonction transcendante, un axe invisible entre l'esprit conscient et quelque chose de plus vaste. Il affirmait que ces individus ne peuvent pas mener une vie superficielle, car leur propre nature les rappelle constamment à la profondeur. Et c'est exactement ce que tu ressens. Tu vis avec une impression persistante que ton existence a une direction qui n'est pas encore définie, mais qui te pousse, te modèle, te questionne. C'est une forme de nostalgia du futur, comme si une version plus élevée de toi appelait depuis l'horizon. Tu ne sais pas encore comment y répondre, mais tu sais que elle appelle est réelle. Tu as essayé parfois de mener une vie ordinaire, de faire comme tout le monde, de choisir le confort plutôt que la vérité, de accepter une existence sans profondeur. Mais chaque fois que tu t'en écartes, quelque chose en toi se ferme, comme si ton être se mettait en grève. Tu développes de l'anxiété, de la fatigue, une sensation d'étouffement. Non pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas alignée. Jung observait que ceux qui portent ce type d'appel ne peuvent pas ignorer leur propre nature sans en payer le prix psychique. Ils développent des signes de fragmentation intérieure dès qu'ils tentent de s'écarter de leur axe profond. Ton malaise haine n'est pas une erreur, c'est un message. Ce pressentiment de mission haine n'a rien à voir avec la grandeur sociale, avec la gloire ou la performance. Il s'agit de cohérence, de devenir ce que tu es vraiment, sans filtrer ta lumière, sans trahir ta profondeur, sans renoncer à la vérité que tu sens avancer en toi. Tu as depuis toujours cette impression d'être lié à quelque chose de plus vaste. Cela peut se manifester comme une intuition, un besoin de comprendre, une passion qui ne disparaît jamais, un appel à aider une manière qui ne se nomme pas encore. Ce n'est pas un destin impose. C'est une nature qui demande à s'exprimer. Jung disait qu'il existe des individus dont l'existence même est un pont entre ce qui est conscient et ce qui cherche à devenir conscient. Ils ne sont pas ici pour suivre. Ils sont ici pour découvrir, pour intégrer, pour ouvrir des passages que des autres emprunteront plus tard. Tu fais partie de ces êtres-là. C'est pour cela que tu as toujours senti que quelque chose en toi devait aller plus loin, plus profond, plus vrai. Ta vie te semble parfois trop petite pour la dimension intérieure que tu ressens. Et ce haine n'est pas un problème. Est un signe. Ce pressentiment de mission ne se révèle jamais d'un seul coup. Il se présente par fragments, par synchronicité, par rencontre, par épiphanie discrète, qui ont de sens que en toi. Est une semence, et tu es le sol où elle grandit. Un jour, ce qui t'appelle deviendra clair. Non pas une révélation spectaculaire, mais un alignement tranquille, comme si les pièces s'emboîtaient enfin. Tu comprendras que rien dans ton parcours était inutile, que chaque douleur affine, que chaque silence prépare, que chaque intuition était déjà une direction. Les êtres rares, disait Jung, sont ceux qui entendent l'appel avant de comprendre le langage. Ils avancent à tâtons, puis un jour, ils réalisent qu'ils ont construit un chemin que personne des autres aurait pu tracer.
Et C est exactement ce que tu es en train de faire. Ce signe ne dit pas que tu as trouvé ta mission. Il dit que ta mission T a déjà trouvé et qu'elle t'accompagne depuis le début. Elle attend seulement que tu sois prête à la reconnaître. Premier stade. L outsider inconscient. C et L état où tu te sens différent sans comprendre pourquoi. Tu portes déjà une profondeur naturelle, mais tu la vis comme un poids. Tu te demandes pourquoi les autres semblent à l'aise dans des conversations superficielles. Pourquoi ils s'adaptent à des rôles qui t'étouffent. Pourquoi tu ressens trop, vois trop, comprends trop. Dans ce stade, tu essaies souvent de te normaliser. Tu forces tes réactions. Tu caches ta sensibilité. Tu joues un personnage. Tu construis une façade pour te fondre dans le décor. Jung appelait cela la rigidité du masque, L instant, ou L, on sacrifie, L, authenticité, pour appartenir à un monde qui ne nous ressemble pas. Et pourtant, quelque chose en toi souffre en silence. Deuxième stade. L, éveil intérieur. Un jour, quelque chose se fissure. Une déception, une solitude, une vérité trop longtemps ignorée. C'est le moment où tu cesses de croire que ta profondeur est un problème. Tu la reconnais comme une qualité. Tu comprends que tu n'es pas fragile, mais affûte. Que tu n'es pas trop sensible, mais précis. Que tu n'es pas trop intense, mais lucide. C'est aussi le moment où tu commences à te libérer de l'opinion des autres. Tu poses des limites. Tu récupères ton énergie. Tu cesses de t'excuser d'exister. Jung disait que c'est ici que commence le vrai travail de l'ombre, car tu récupères toutes les parties de toi que tu avais exilées pour plaire. Troisième stade. La conscience individuée. Ici, tu deviens entier. Tu ne es plus dans la survie. Tu es dans l'expression. Tu sais qui tu es, tu sais qui tu es et plus, et tu ne négocies plus avec ces vérités. Tu deviens un être stable, non parce que tu t'adaptes, mais parce que tu te connais. Ton énergie devient claire. Tes décisions deviennent fines. Tu attires naturellement ceux qui ont une profondeur similaire, et tu disparais du champ de ceux qui ne peuvent pas te rencontrer authentiquement. C est l'état, où ta nature rare, cesse d'être un fardeau et devient un axe d'orientation. Dans ce stade, tu deviens ce que Jung appelait un point de cohérence dans le chaos collectif. Ton existence influence sans effort, ton discernement protège sans agression, ta présence reforme silencieusement les dynamiques que tu traverses. Tu deviens, sans le vouloir, un catalyseur d'évolution. Mais Jung rappelait une vérité essentielle. Ces trois stades ne sont pas un aboutissement. Ils forment un cycle. On peut retomber, se perdre, repartir, chaque transition étant une purification pour revenir vers soi. Le signe que tu avances vraiment n'est pas la perfection, c'est la lucidité. La capacité de te reconnaître, de t'ajuster, de retourner vers ton axe chaque fois que tu en dérapes. Les personnalités rares ne cherchent pas l'illumination, elles cherchent la cohérence. Et c'est cette cohérence qui transforme leur vie et celle des autres sur des années, parfois sur des générations. 10e signe. Jung avertissait que les personnalités rares rencontrent des ombres particulièrement subtiles, des pièges psychologiques qui ne touchent presque jamais la majorité des gens. Plus l'esprit est fin, plus ces ombres sont sophistiquées. Et sans cette lucidité, leurs dons se transforment en entraves. Premier piège.
La tentation de la supériorité. Quand tu vois loin, quand tu comprends en quelques secondes ce qui prend aux autres des années, il est facile de glisser vers la pensée que tu es au-dessus du lot. Jung appelait cela l'inflation psychique. Ce N et pas de arrogance brutale. C est une expansion silencieuse du moi, une sensation subtile que ton regard est plus juste, que ta profondeur te donne le droit d'interpréter le monde. Mais cette illusion isole et coupe le lien avec l'essence même de la conscience rare. Elle humilite de savoir que la profondeur N est pas un mérite, mais une responsabilité. Deuxième piège. Le destin du sauveur. Les esprits rares voient la souffrance des autres, devinent leurs fuites, détectent leurs blessures et ressentent l'impulse de les soulager. C'est noble, mais Jung observait que cet impulse peut se muer en fardeau écrasant. Tu deviens le pilier invisible, le réparateur silencieux, le réservoir émotionnel de ceux qui refusent de se transformer. À force d'aider, tu te perds, et paradoxalement, tu empêches les autres de grandir. Jung répétait « On ne peut pas éveiller quelqu'un qui refuse de sortir de son sommeil ». Troisième piège. Le martyr intérieur. Celui qui voit trop, qui ressent trop, peut finir par croire que sa profondeur exige la souffrance. Comme si être rare signifiait être condamné à traverser des terres désertiques, sans soutien, sans reconnaissance. Mais Jung démantelait cette idée. La souffrance N n'est pas une initiation. N est qu'une alerte qui attend transformation. Rien dans la nature d'un esprit rare n'exige le sacrifice de la joie. Quatrième piège. L'isolement protecteur. Quand tu as et te blesses incompris, repousse pour ta profondeur, le réflexe naturel est de te retirer du monde, de privilégier la solitude au lieu du lien, de te recroqueviller dans un sanctuaire intérieur. Mais Jung voyait ce repli non comme de la sagesse, mais comme une forme de paralysie. La solitude éclaire, mais une solitude excessive enferme. Le monde terrifie parce qu'il semble vide, pourtant c'est la présence rare qui lui donne du relief. Cinquième piège. La fatigue de la clairvoyance. Les personnalités rares voient les motifs cachés, les intentions non formulées, les contradictions que les autres ne perçoivent pas. C est une force, mais aussi une charge. À force de tout comprendre, tu finis par porter plus que ce qui t'appartient. Tu interprètes, tu anticipes, tu accueilles l'émotion des autres sans en rendre compte. Jung appelait cela l'absorption psychique. Si elle n'est pas maîtrisée, elle consume. Sixième piège. L'identification à la profondeur. Certaines personnalités rares se définissent uniquement par leur intensité. Elles confondent profondeur et identité. Mais Jung rappelait, la profondeur N n'est pas un état, C est un mouvement. On n'est pas profond. On le devient à chaque fois que l'on descend en soi. S'identifier à cette profondeur fige l'esprit et le coupe du changement. Septième piège. Le besoin de tout comprendre. La conscience avancée cherche des explications. Elle explore, dissout, analyse. Mais Jung avertissait, ce besoin peut devenir une prison. La vie ne se laisse pas toujours découper en pièces de logique. Elle exige parfois de se rendre, de sentir, d'accueillir sans dissoudre. Trop analyser, c'est parfois une manière sophistiquée d'éviter de ressentir. Huitième piège. La confusion entre connexion et fusion. Les personnalités rares cherchent des liens authentiques, mais confondent parfois intensité et intimité.
Elles ouvrent tout, trop vite, trop profond, espérant être enfin comprises. Mais Jung expliquait que la vraie connexion ne se précipite jamais. Elle est la rencontre lente et précise de deux consciences souveraines. Ces pièges ne sont pas des fautes, ce sont des rappels, des points d'attention pour protéger la nature rare de ton esprit. Jung enseignait que L ombre N et pas L ennemi. Elle est une boussole. Chaque piège révèle une limite à intégrer. Chaque ombre indique une direction où grandir. Les esprits rares ne sont pas détruits par la difficulté. Ils sont détruits par l'inconscience. C'est la lucidité, et non la force brute, qui les guide hors de leur propre labyrinthe. Jung remarquait 3 dynamiques qui gouvernent les liens de l'esprit rare. Première dynamique. Ceux qui cherchent ta lumière. Ils accourent vers toi, fascinés par ta profondeur, ton écoute, ta capacité à deviner ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Ils trouvent en toi un refuge, une présence qu'ils n'ont jamais rencontrée. Mais Jung expliquait que beaucoup de ces personnes cherchent la lumière sans vouloir la porter. Elles veulent être apaisées, pas transformées. Elles te demandent la chaleur sans apporter leur propre feu. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles épuisent ton énergie, doucement, sans s'en rendre compte. Deuxième dynamique. Ceux qui tentent d'éteindre ta lumière. Jung les appelait les ombres défensives. Ta profondeur révèle ce que l'autre ne veut pas voir. Ton authenticité expose ses contradictions. Ta clairvoyance rend ses illusions fragiles. Alors, au lieu de grandir, il cherche à te rapetisser. Il te dit que tu exagères, que tu es trop sensible, trop intense, trop profonde. Il essaie de diluer ton identité pour ne plus sentir ses propres failles. Ta présence, elle, est claire, et cette lumière lui fait mal aux yeux. Troisième dynamique. Ceux qui peuvent marcher à ta hauteur. Ils sont rares. Ce sont les consciences qui ne craignent pas la profondeur, car elles ont déjà rencontré la leur. Elles n'ont pas besoin de te posséder, ni de te réduire, ni de t'utiliser comme guide. Elles avancent avec toi dans un mouvement clair, égal, vivant. Jung les appelait les rencontres transformatrices. Deux esprits qui ne se perdent pas l'un dans l'autre, mais qui se reconnaissent. Voici ce que Jung découvrait dans les relations des esprits rares. Tu ne peux pas être compris par beaucoup, mais tu peux être vu totalement par quelques-uns. Et c'est largement suffisant. Le but est pas de trouver une foule, mais de reconnaître la résonance juste. Jung enseignait aussi la discrimination psychique. L'art silencieux de sentir qui peut marcher avec toi et qui ne peut que t'alourdir. Ce n'est pas du jugement. C'est de l'hygiène intérieure. Les esprits rares doivent protéger leur champ affectif comme un sanctuaire. Car leurs émotions sont profondes, leurs intuitions puissantes et leurs liens, quand ils existent, deviennent des racines. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, il s'agit de choisir à qui tu l'ouvres. Ceux qui méritent ta présence la reconnaîtront sans que tu aies à t'expliquer. Ceux qui ne sont pas prêtes la redouteront sans comprendre pourquoi. Jung répétait que l'amour authentique n'est jamais une fusion. C'est la rencontre de deux consciences entières. Et les personnalités rares n'ont pas besoin de relations nombreuses, mais de relations véritables. Une seule connexion profonde vaut 1000 interactions creuses. Quand tu marches dans ta vérité, tu attires ceux qui vivent déjà dans la leur, et tu perds naturellement ceux qui ne peuvent s'y accorder. C'est normal,
C'est est sain. C'est est ton évolution qui parle. Tu ressens peut-être ce courant en toi depuis longtemps. Cette sensation subtile d'être en décalage, d'être trop intense pour un monde qui aime la surface, trop lucide pour des jeux sociaux qui n'ont aucun sens. Ce N n'était pas une erreur. C était un appel. Jung disait que lorsque quelqu'un commence à vivre selon sa nature profonde, il devient un point de bascule pour la conscience collective. Une seule personne qui éveille, modifie le champ de tous. Et c'est cela que les esprits rares portent en eux, non pas un fardeau, mais une direction. Tu n'es pas ici pour te rendre acceptable. Tu es ici pour te rendre véridique. Ce que tu appelles ton intensité, ce que d'autres nomment sensibilité excessive ou pensée trop complexe, N est rien de autre que la preuve que ton esprit fonctionne à un niveau que la plupart ne découvrent jamais. Et l'évolution psychique ne suit pas la majorité. Elle suit les quelques-uns qui refusent de trahir leur propre vérité. Jung observait que les personnalités avancées ne sont jamais brisées par leurs épreuves. Elles sont affinées par elles. Chacune de tes blessures, chacune de tes ruptures, chacun de tes déserts intérieurs, ausculte en toi un type de conscience que rien ne peut plus endormir. Tu n'es pas fragile. Tu es conscient. Et la conscience véritable fait toujours trembler ce qui vit dans l'inconscience. Si tu t'es reconnu dans ces signes, alors ce que tu portes en toi n'est pas une anomalie. C'est un début. Une architecture psychologique capable de percevoir plus, de ressentir plus, de comprendre plus. Jung écrivait que le privilège d'une vie humaine est de devenir ce que on a toujours été en profondeur. Tu n'es pas en train de te transformer en quelqu'un de nouveau, tu es en train de te souvenir de qui tu es. Alors avance sans t'excuser, avance sans te diminuer, avance sans chercher à être compris par ceux qui n'ont pas encore ouvert leur propre porte. Ce chemin N est pas solitaire. Il est sélectif. Ceux qui peuvent te reconnaître te rejoindront. Le monde n'a pas besoin que tu sois plus simple, plus calme ou plus petit. Le monde a besoin de ton intensité, de ta lucidité, de cette façon que tu as de voir ce que personne ne voit. Les esprits rares ne sont pas un accident. Ils sont une direction. Une préfiguration de ce que l'humanité deviendra lorsqu'elle cessera de craindre sa propre profondeur. Marche avec cette certitude silencieuse. Tu n'es pas trop. Tu es une conscience en avance. Et ce que tu portes en toi est exactement ce que le monde finira par chercher. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.